Donc dans 5 minutes, هو normalement مش أنا اللي نستنى فهمت شنو كيما يقولوا ما سي با موا فهمت شنو لو كور يديمار à 8 heures كان جيت في لونفي راني اسأل عليا معناتها قبل راهو سكرت الباب ما عادش يدخل حد داكور دونك كيما يقولوا معناتها لا بونكتواليتي سي لا بوليتيس دي روا نحاولوا نكونوا في ان ايفور باش نجيو في الوقت مش مشكله انا تو نجي نستنى 5 مينوت اما سي لا ديرنيير فوا راهو كو معناتها من غير ما تستوصتوا لي معناتها اللي يحب يجي في الوقت مرحبا اللي ما يحبش سي سون افير D'accord. Donc on va patienter encore 1 ou 2 minutes. Bon, de toute façon, on va commencer parce qu'il s'agit de faire un petit point sur ce qu'on a vu, le temps qu'il arrive. Donc, on a fait une introduction générale sur la définition des applications réparties. Donc, plutôt on se situe au niveau applicatif, haut niveau, ça veut dire on n'est pas dans le bas niveau. Mais comme les systèmes répartis, on va avoir besoin d'un minimum de connaissances parce qu'il s'agit de machines qui se connectent à travers le réseau et sur lesquelles on va installer des applications qui ont certaines caractéristiques. Donc, on fait du réparti, pourquoi? Parce que souvent, les tâches qu'on va faire vont permettre un petit peu vont être découpées sur plusieurs machines, donc pour des aspects coopératifs. On peut aussi faire du réparti pour des aspects liés à la qualité de service. Donc, par exemple, je duplique une machine, je mets 2 fois le même code sur la même machine pour améliorer les performances. Je vais avoir une tâche qui va être réalisée non pas par une seule machine, mais par 2. Donc, si vous voulez, le trafic va être, si j'ai 100 demandes, il y aura une machine qui va prendre 50 demandes et l'autre 50 demandes. Ça va permettre de répondre plus rapidement. Donc, soit parce que vraiment les tâches doivent être réparties sur plusieurs machines, soit parce que je cherche à améliorer les performances, ça peut être et ou. Hein. C'est pas uniquement ou. Ça peut être, je peux faire ça et ça pour deux raisons différentes. Et puis parce que vous allez vous rendre compte que c'est vraiment économiquement très intéressant. Après, on va revenir sur ces différents points au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Le chapitre de la semaine dernière, ça traite de RMI. Et normalement, vous avez un TP sur RMI. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà commencé le TP? Oui, madame. Alors, voilà. Donc, en fait, le TP... Oui, d'accord. Donc, le TP, il y avait un petit tutoriel au début pour une petite application. Et en fait, je vous ai envoyé une remarque très importante, très importante, qui est liée aux dernières versions de Java. Il n'y a plus cette phase on a parlé dans le cours de la commande RMIC, RMI Compiler, qui sert à générer les stubs et les skeletons. Donc, cette commande a disparu, elle est devenue ce qu'on appelle en anglais deprecated, et il y a ce qu'on appelle une génération de stubs dynamiques. D'accord? Alors, en utilisant une méthode, de la classe Unicast Remote Object, Export Object normalement. Et on va revenir sur ce point-là parce que c'est très important.
Enfin, c'est très important dans le sens, quels sont les avantages de la génération de ce stub dynamique. Ok. Donc donc je pense que vous avez plus ou moins, vous allez avancer dans le TP, mais on doit aussi avancer un peu dans le cours. Au bout de 2 ou 3 séances, on va faire un autre bilan. Parce que sinon, on risque de parler dans la théorie, dans des avantages, dans des inconvénients, et vous n'allez pas pouvoir les palper. Donc je vais avancer un peu dans des concepts plus pratiques pour pouvoir ensuite, à chaque fois, souligner les avantages et les inconvénients des applications réparties. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va quand même parler de deux concepts. Là, je partage avec vous la présentation PowerPoint qui traite un petit peu des éléments de base qu'on va utiliser dans les applications réparties, et ce, quel que soit le langage ou la technologie. Il y aura toujours la notion de sérialisation, et on va aussi parler d'autres choses qui est fondamentale quand on parle du réparti, c'est les traites de fromage. Donc c'est un chapitre subdivisé en deux parties. Donc la sérialisation, on va commencer par ça. Alors, la sérialisation, il faut en parler parce que c'est un mécanisme qui va permettre de transporter des appels de haut niveau via le réseau. Sérialiser, c'est binariser. Alors, et surtout, ce terme-là s'utilise dans les applications qui sont orientées objets. Donc, vous savez que de nos jours, la plupart des applications sont orientées objets. Donc là, il manque un S. Alors, il s'agit donc de quoi? De pouvoir transformer un objet en octet. C'est un mécanisme de transformation d'un objet en octet. Pourquoi on va faire de la sérialisation? Pour deux raisons différentes. La première raison, c'est de pouvoir envoyer ou transmettre l'objet via le réseau. Comme vous avez vu en RMI. Donc quand j'envoie la méthode sayHello et je lui envoie la classe personne, pas la classe, mais l'objet instancié à partir de la classe personne, et cet objet-là va être sérialisé pour être transmis à travers le réseau. Alors, il y a une autre raison aussi pour la sérialisation qui n'est pas moins importante. L'objectif, c'est de sauvegarder les instances sur un support, comme le disque dur. Donc, chaque instance va être sauvegardée sur un support. Alors, on va voir quel est l'intérêt de chacune de ces raisons. Déjà, la deuxième raison, elle est la transmission via le réseau. Vous l'avez utilisé, Fléry. Tous les mécanismes d'appel entre applications réparties entre objets est basé sur la sérialisation. Alors la sérialisation, c'est quoi? C'est un petit processus de transformation. Alors durant ce processus, qu'est-ce qu'on va transformer exactement? C'est prendre les instances, mais plus précisément les attributs, ce qu'on appelle les champs publics et privés de l'objet, et le nom de la classe, qui vont être convertis en un flux d'octets. D'accord? Donc je reprends, c'est le nom de la classe, les champs publics et privés. Bien sûr, les méthodes et les constructeurs et autres, ça n'a pas de sens, parce que l'instance, c'est quoi une instance? C'est la valeur des champs. Alors lorsque l'objet est envoyé, pour être reconstitué, on part de désérialisation. Et c'est quoi l'objectif de la désérialisation? C'est de cloner un clone de l'original. Donc, c'est absolument une copie identique à l'original. Une instance identique à l'original. Alors, on peut kimerotol comme déjà, donc c'est tout simplement binariser un objet, soit pour l'objectif de le transférer, soit pour le mettre dans un support. D'accord? Alors, c'est un mécanisme qui existe dans plusieurs langages, comme C++, comme Java, comme d'autres langages. Alors, si je vous montre un petit peu comment il est matérialisé le langage Java, mais les mécanismes sont similaires. Comment est-ce que Java traite la sérialisation? Java va définir un mécanisme de sérialisation permettant de lire et d'écrire un objet de et vers, à partir de et vers une représentation binaire. Et en plus de ça, de manière récursive. Je m'attends de manière récursive. Ça veut dire que si un objet
est constituée d'un autre objet. Par exemple, la classe une personne possède un compte et le compte possède une adresse. D'accord? Donc, c'est toute cette chaîne-là qui va être sérialisée correctement et désérialisée. Et même s'il y a une boucle, la boucle va être résolue. Donc, c'est un mécanisme suffisamment intelligent pour sérialiser une chaîne d'objets agrégés entre eux. Alors, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une interface qui se trouve dans le package Java.io qui s'appelle Serializable. Donc, tout objet, voilà, toute classe, pour être plus précise, qui implémente cette interface sera sérialisable. Alors, vous pouvez, comme vous avez vu, c'est la seule contrainte de l'RMI. Mais si on veut pouvoir sérialiser un objet et le mettre dans un fichier à plat, dans le disque dur, il va falloir connaître d'autres choses. C'est lié plutôt à la programmation, hein, aux applications réparties. Ce qu'il faut connaître, c'est que ce qu'on appelle, il y a des flux d'entrée et de sortie. Et ça, vous allez aussi les manipuler à l'atelier Java. Donc, comme si vous êtes en RMI, il suffit que la classe implémente Serializable. Mais si on veut écrire sur le disque dur la transformation de l'objet en octet, on va utiliser un flux sortant qui s'appelle le Object Output Stream et un flux entrant, l'Object Input Stream. Tous les flux en Java s'appellent des streams. Il y a des flux sortants, output, et il y a des flux entrants, input. Et puis, il y a toujours, en fait, le niveau des choses, la catégorie plutôt, la catégorie de données que je peux envoyer sur ce stream. Ici, on peut envoyer des objets. On peut envoyer des données comme des chaînes de caractères. Alors, si vous ne voulez pas sérialiser un champ, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez le marquer en tant que transient. Transient est un mot-clé. Alors maintenant, imaginons que vous ne voulez pas vous baser sur le mécanisme de sérialisation par défaut. Vous voulez créer votre propre mécanisme de sérialisation. D'accord? Il y a le mécanisme de sérialisation a son propre algorithme موجود في Java. Supposons que ça ne m'intéresse pas. Eh bien, vous pouvez, au lieu d'hériter de serializable, vous héritez de externalizable. Mais là, vous allez être obligé de préciser l'algorithme de sérialisation. Alors, bon, vous vous rappelez ce que c'est qu'une interface, hein? Une interface, c'est une classe qui ne possède que des méthodes abstraites. Et une classe qui implémente une interface est obligée de coder toutes les méthodes de cette interface. Donc, voilà un petit peu les définitions de base. Simplement pour ceux qui... Je pense que vous avez tous fait un peu d'interface au début du semestre 1. Maintenant, revenons un petit peu à la sérialisation d'un objet. Oui. Non, madame, معليش نتاع interface في السمستر الأولى حتى ما كفانيش الوقت. Donc, vous ne savez pas ce que c'est qu'une interface? Non? لا madame قريناها semestre 2. Et, c'est un ensemble de méthodes abstraites. C'est tout simplement un ensemble de méthodes abstraites. Et quand j'implémente une interface, je suis obligée de coder toutes les méthodes de cette interface. C'est une sorte de contrat. Donc, كيما اللي هنا عملت لكم في الTP عندكم l'interface hello. فيها la méthode distante say hello. Et quand vous avez un objet qui implémente cette interface, l'objet est obligé de coder la méthode, l'interface. Quel est l'intérêt en fin de compte de l'interface? C'est un ensemble de méthodes abstraites, alors que c'est un des concepts les plus puissants dans le génie logiciel en général. Quel est l'intérêt? D'une manière générale, rien à voir avec la sérialisation. En fait, de plus en plus, quand vous allez de plus en plus avancer dans le génie logiciel, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir dissocier l'implémentation de son interface. L'objet doit être une sorte de boîte noire
une boîte noire. L'algorithme d'Arlene, c'est une boîte noire. Et il va exposer des méthodes. Les méthodes qu'il va exposer doivent être déclarées dans une interface. D'ailleurs, l'interface. معناتها شنو هو العلاقة بين l'extérieur de l'objet et l'intérieur, ça veut dire ce qu'il implémente. D'accord. Par exemple, une clé USB, نشري clé USB ب 10,000 ولا ب 20,000 ولا ب 30,000 et toutes les clés USB ont la même interface. En fait, l'interface, c'est un contrat. C'est un contrat public. Ça veut dire quelles sont les méthodes visibles de l'extérieur de cet objet. Après, chaque clé USB a sa propre manière d'être comment dire, manufacturée. Donc l'interface, ça sert à dire voici ce que vous devez voir de mon objet, si vous devez l'utiliser. Sauf bien entendu, il peut y avoir des interfaces de constantes. Je reprends, c'est d'exposer dans une interface des méthodes publiques, peu importe comment ces méthodes vont être implémentées pour que l'objet reste une boîte noire. Et l'année prochaine, vous allez voir que les interfaces vont permettre effectivement de travailler en couches, ce qu'on appelle de séparer les couches. كل couche logicielle ما تشوف من الكوش الأخرى إلا l'interface نتاعها. هذه un petit peu dans le monde général du génie logiciel. Donc quand j'implémente une interface, نعدي la classe l'année. Bon, sauf le cas particulier de Serializable, vous allez comprendre pourquoi. On passe un contrat avec Serializable. Je suis de l'extérieur un objet sérialisable. اللي باش يشوفني يعرف اللي أنا sérialisable. D'accord. ما حاجتوش باش يعرف كيفاش بالضبط, mais je suis sérialisable. D'accord. Bon, il y a quelque part, il n'y a rien à dire de plus sur ça. Mais n'empêche que c'est un concept très très intéressant. Maintenant, pour savoir si un objet est sérialisable ou pas, il va falloir regarder la signature de la classe. Et en Java, quelles sont les contraintes? Il suffit d'écrire implement serializable, c'est fini. Vous n'avez rien à faire de plus. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme hidden, caché, qui va prendre en charge les méthodes de sérialisation. Vous n'avez pas à coder des méthodes particulières. Donc là, on a une classe fleur qui possède deux champs privés, un constructeur. Voilà, je pense que c'est tout. C'est la classe fleur. C'est tout ce qu'elle a, je pense. Voilà. Elle est sérialisable. C'est vrai, vous pouvez me poser la question, quelles sont les méthodes ici de serializable? Là, c'est un des cas particuliers où c'est des mécanismes pris en charge par la JVM par la suite. Et ça tombe bien parce que fleur est constituée de deux attributs. Et si vous regardez la signature de la classe string, vous allez aussi vous rendre que string est serializable. Et comme il n'y a aucun attribut qui est transient, ça veut dire quand je crée une instance de la classe fleur, ces deux attributs-là vont être sérialisés. Je prends un autre exemple, la classe point, implement serializable. Les types primitifs du type int, float, double sont sérialisables par défaut. Donc toute instance de point pourra être transmise à travers le réseau ou la sauvegarder sur un disque dur. Maintenant, quand vous êtes dans RMI, il suffit pour pouvoir par exemple qu'un client puisse envoyer une instance de fleurs à un objet réparti, il suffit d'écrire ça. Mais pour mieux vous matérialiser les choses, on va parler du mécanisme de sérialisation sur le disque dur. On va faire un petit exemple sur le disque dur. Alors, pour faire un exemple sur le disque dur, on va étudier un petit bout de code. Là, je prends par exemple la classe personne, j'implémente serializable. La classe personne procède à un nom, à un prénom et une taille, avec un constructeur, des getters et des setters. Get nom, set nom, get taille, set taille, get prénom, set prénom. C'est tout. Donc je peux ici prendre ce code-là et on va le compiler. Donc on va l'écrire ici. Enregistrer. Bon, j'ai pas besoin de mettre des blancs ici, puisqu'il y a le constructeur. On va l'enregistrer.
Donc on va l'enregistrer sous la classe personne.java. Tout simplement, on va lancer une ligne de commande. On va faire personne.java. Voilà, ça compile. Maintenant, on va créer un petit programme qui va instancier une personne, d'accord, et sauvegarder l'instance sur le disque dur par le biais du mécanisme de sérialisation. Alors pour ce faire, j'ai besoin de vous faire un petit rappel, voilà, introduire des notions peut-être que vous allez revoir ultérieurement. Première notion, on dirait le flux, un flux, le stream sortant d'objets, ça veut dire un flux, un canal dans lequel je vais pouvoir envoyer un objet. Donc c'est une classe permettant de sérialiser un objet sur le disque dur. Et on va utiliser aussi l'inverse, le object input stream. Donc on va utiliser l'output et l'input. Ici, ce qui... excusez-moi 2 secondes. Madame, Donc on va reprendre. On va essayer de comprendre ce petit bout de code qui est très facile. Hein. Je vais l'écrire. Donc, on va le détailler tranquillement. oui, madame. C'est bon, تفضل. Est-ce que tous les classes implémentent par défaut serializable ou Non, en fait, il faut regarder l'API Java. تعرفوا تستعملوا Java Doc تاع Java ولا؟ تعرفوا Java Doc تستعملوها؟ Alors, en fait, le Java Doc, c'est فماش واحد يستعمل جافا ولا اي لونجاج معناتها ديما عندك لا دوكيومونطاسيون كيما وقت تستعمل سي ولا سي بلس بلس عندك لي ليبراري اتسيتيرا لازمك تعرفهم ما تنجمش تحفظهم مي فوا فوا لا دوكيومونطاسيون دونك باغ اكزومبل هنا في الدوكيومونطاسيون نجمو نمشيو ونشوفو جافا دوك هنا il est organisé autour d'un ensemble de pages HTML دونك اي موجودين راه الجافا دوك كيف كيف موجود حتى على انترنت ينجم يكون لوكال على الماكينه نتاعك ولا انترنت. Donc c'est un ensemble de documentation. نمشي par exemple les classes ما نجمش نحفظهم الكل خاطر il y a des milliers de classes. Par exemple نمشي الجافا lang اللي هي chaîne de string مش toutes les classes alors c'est pas toutes les classes. مثلا نمشي الكلاس string ونشوف est-ce qu'elle est sérialisable ou pas. نلقاها elle implémente serializable, elle implémente char sequence, elle implémente comparable. نعرفش نعطيني une autre classe qui par exemple short normalement c'est un objet qui est aussi sérialisable. ناخذ un autre مثلا Java IO ناخذ هذايا buffered input stream ولا n'importe quel autre file مثلا الفايل كيف serializable. Je peux pas te dire اللي sur 1000 ولا 2000 classes ولا حتى أكثر موجودين في جافا ما نجمش ما نصحح لك اللي كلهم serializable. Il faut vraiment aller regarder de près. نقصد مدام نقصد أي كلاس تصنعها أنت مش لازم اللي موجودة في ال API. J'ai répondu indirectement. J'ai répondu indirect. Ça dépend de quoi, enfin. Si la classe est sérialisable ou pas, ça dépend de quoi. موجودة ولا مش موجودة, ça dépend de quoi.
خاطر مادام شنو الفرق كي كنا نعملوا من غير implement serializable كي تعمل اللي عملته انت بكري كومبيليت وكل كنا نجم نعملوه من غير حتى serializable علاش شنو إيه، الفرق؟ كنا نجمو نعمل كلاس بيرسون هذه نجمو نحي سيريلايزبل. وي اون اي داكور، انتوما كنتو تكوديو من غير سيريلايزبل، علاش توا ولينا نعملو سيريلايزبل؟ علاش؟ باش نبعثوه par réseau يعني لازم Voilà. تكون Par exemple, imaginons un client qui cherche à envoyer une instance de la classe personne. L'objet est موجود على serveur. Et مش plus particulièrement une méthode. On ramène un exemple مع الآخر، ما عرفش si tu étais là avec nous. Par exemple, عندي على l'objet say hello. نعدي له say hello اللي موجود على السيرفر. La méthode say hello موجودة على السيرفر, elle attend un objet du type personne. Le client ne peut pas envoyer une instance de personne si cette instance-là n'est pas sérialisable. Il y aura un échec, عملنا test المرة الأخرى là. Il y aura un échec, une exception de type marshalling exception. Tu étais là avec nous la semaine dernière ou pas? oui. Tu te rappelles ou tu veux qu'on refasse la démo? Alors, hein? Donc, tu te rappelles? Hein? Qui fait-je? كيما يساعد لك انت الوقت Non, donc la semaine dernière, je rappelle qu'on avait fait l'exemple du TP. Donc on avait un objet réparti sur qui s'appelait say hello distant, je pense, hello distant.java. Et cet objet-là, qui implémente l'interface, attend la méthode say hello, attend une personne P. Qui va lui envoyer une personne P? C'est le client. Donc je vais ouvrir le client. Donc on va chercher le client, le code du client qu'on a écrit, il est موجود في le sujet. Donc le client instancie une personne test et il y a une génération dynamique du stub et il lui envoie P. On avait fait deux scénarios. Scénario l'ouleni, il est P. Scénario l'ouleni, personne implémente serializable ou scénario l'ouleni, il n'implémente pas serializable. Donc là, on va faire la même démonstration. Donc je vais ouvrir la classe personne, mais l'oul mais je vais serializable. عاش كان قاعد تبع فيا شنو الشيما اللي نعمل فيه راه. وين تبع فيه؟ Ok, donc je vais parce que j'aime bien les dessins. Donc on a bien en tant que dans notre architecture, on a deux machines. Même si ça fonctionne sur une machine, ta propre machine, en réalité, ça va traverser les couches de réseau de votre propre machine. Ici, vous avez créé un objet, اللي هو say hello, je trouve les détails برشا. اللي هو l'objet hello distant. Vous avez ici votre client, d'accord, qui à travers le stub, etc. Donc va créer une instance de personne et va l'envoyer à travers le réseau. La méthode c'est hello. Via bien entendu général schéma, normalement ça part à travers les amorces. Si P n'est pas sérialisable, il y aura un échec. Donc là, je reprends. Nahid, personne n'est plus sérialisable. Je vais l'enregistrer. Maintenant, on va recompiler l'ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? New personne de test. Bon, comme Badan a la classe personne, mais riche personne par l'exemple malheureux, donc il va falloir ouvrir le client et respecter le constructeur qui a été donné. Donc le client ne respecte pas le constructeur. On a trois, je pense, arguments. String int. Donc il fait string int, j'ouvre la classe personne. La string int, c'est bon. Hein? Donc normalement ici ça devrait compiler. Kif p.nom mais oui c'est normal خاطر nom prénom private access. Bon مش خاطر غادي private ونحل l'objet c'est hello.
Par rapport à la semaine dernière, j'ai un peu changé le code de la classe personne. Voilà, ça compile. Donc, je reprends le processus. Il faut démarrer le RNI Registry. Je vais les laisser opérationnels. Je lance une autre ligne de commande. Et le serveur. Je dois aller dans le répertoire. Et ensuite, j'avais serveur hello. Normalement, c'est ça le point classe. Le serveur, c'est lui qui va instancier l'objet. Voilà, il est ready. Donc, je vais lancer maintenant le client. Et est-ce que le client va marcher cette fois-ci? Je pose la question à celui qui m'a posé la question. Mahdi, ça va marcher ou pas? Serializable. Donc, on va essayer d'envoyer à travers le réseau une instance de personnes qui n'est pas serializable. Donc, et ça va faire planter le client. Marshalling exception. D'accord? C'est personne. Not serializable exception. Donc, impossible de... il n'a pas les amorces vont essayer de transformer cet objet en octet. Il n'est pas serialisable. Ça ne va pas marcher. Donc, je vais transformer la classe ici en implement serializable. Il suffit de faire ça, mais c'est un mécanisme sous-jacent. Et quand tu veux personnaliser le mécanisme de sérialisation, il va falloir hériter de externalizable, hériter, implémenter. Donc Java, je trouve qu'en fait, il suffit de faire implement serializable qui se trouve dans le paquet Java U. Madame. نسمع فيك. نفسي عايش مادام تو احنا قلنا معناتها هذه سيرياليزابل ما نعملوها مش نورمالمون كان معناتها يسوفي مادام تو لي زاتريبيو هما بار ديفو سيرياليزابل في وسط الجافا معناتها شنو ليتيليتي اني نعمل امبليمنت سيرياليزابل Juste une petite remarque, là où je respecte toutes les questions, mais Zeda, il faut être précis dans les questions. En fait, mais c'est en tant que, il faut éviter de la déformer. انا عمري ما قلت tous les attributs sont sérialisables عمري لا ما قلتش نحكي هوني في الكلاس هذه نحكيش في الجافا نحكي هون معناتها في الكلاس هذه في الكلاس هذه شنو عاودي الكاستيون في الكلاس هذه في الكلاس هذه عندنا النو سترينج والبرينو سترينج والانت معناتها زاد سيرياليزابل معناتها ما عادش يمكن انا كنت فاهم بالغلط معناتها non en fait il faut que la classe soit sérialisable et tous les attributs agrégés sont sérialisables. فهمت شنو؟ لازم هي اللي سيرياليزابل et les constituants نتاعها soient sérialisables. C'est-à-dire اللي نجي لهنا اللي نعمل private لهنا une classe personne possède une adresse ADL. D'accord? نجي نعمل fichier enregistré. نجي نخلق une classe adresse. Classe adresse. اللي هي ماهيش sérialisable. J'aurai un échec ici ou pas. Ce que je viens de dire, c'est que c'est un mécanisme récursif. La classe et toutes ses dépendances doivent être sérialisables. Un mécanisme de sérialisation, il va chercher à faire quoi? Il prend l'objet A, l'objet personne, il est sérialisable. On va dire d'ailleurs, je vais faire dépendance entière. Les dépendances. L'oulaneye, string sérialisable. Ok. Prénom, string sérialisable, type primitif sérialisable. Ah, adresse, est-ce sérialisable ou pas? C'est pas sérialisable, il y aura un échec. Je n'ai pas simplement dit que toutes les dépendances. Je dis que aussi la classe doit dire qu'elle passe un contrat. En fin de compte, la classe personne passe un contrat. Elle va indiquer qu'on peut la sérialiser.
أول حاجة. Je compte par la suite. Le mécanisme de sérialisation, c'est un mécanisme récursif. Il va prendre tous les constituants de la classe et les transformer. معناتها لهنا إذا ما نكتبش هذايا اش معناتها؟ معناتها راهي الكلاس هذايا ما نجم نابليك عليها حتى mécanisme de sérialisation. Elle n'est pas serializable, elle n'est pas ready. معناتها كي تجي تشوفها de l'extérieur, elle n'est pas sérialisable. زايد حتى كان tous ces attributs sont sérialisables, هي تقول لك أنا مانيش sérialisable. Si je me fais comprendre, pour moi c'est basique, hein? Ouais. D'accord? Donc là, je peux faire un implement serializable, recompiler et vous allez vous rendre compte qu'il y aura un échec. Donc je vais recompiler client, je vais recompiler personne. Sachant que l'adresse n'est pas... Donc, vous allez voir que l'adresse a été compilée, qu'il y aura un échec. Voilà. Donc, je vais lancer Java client. Kif, il y aura un problème. Un marshalling exception. Qui est lié à quoi? Personne, désérialisation, voilà. Donc, je pense que... Parce que déjà, il y a deux problèmes différents là. C'est que adresse, mais je m'en joue d'un côté serveur déjà. D'accord? Donc il faut que la classe adresse soit aussi existante côté serveur. Donc c'est une classe déjà invalide pour deserialization. Normalement, pour serialization as well. D'accord. Donc on va supprimer l'adresse. On va recompiler. Et on va lancer le client. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Même exception tout à l'heure. Est-ce qu'on a rajouté? On va faire un tout arrêter là, CTRL X. On va arrêter le serveur. Et on va arrêter le registre. On va donc relancer le registre, relancer le serveur. Et on va relancer le client. Voilà, ça marche, hein, parce qu'il faut falloir, quand on change de la compilation, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc, il va répondre Hello World et ça, c'est le nom de la personne test. Je reprends la définition. Une classe qui est sérialisable doit l'indiquer dans son contrat. Et il faut que tous les agrégats soient sérialisables. Ensuite, si vous voulez qu'un attribut ne soit pas sérialisé, vous pouvez le marquer en tant que transient. Donc, je peux très bien faire ici le prénom private transient. Donc, au moment où je sérialise, je ne vais pas binariser le prénom. On ne peut pas dire que si ça veut dire je mets une classe non sérialisable, ça ne va pas être sérialisé. Là, il y aura un échec. Donc, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Donc, c'est d'où l'importance du contrat qu'on expose. Benespeleo, c'est une boîte noire et il expose serializable. D'accord? Donc, ici. شو متعود لنا الرمارك نتاع ترانزيت هذيك؟ Transient, ça veut dire quand je vais sérialiser, le prénom ne sera pas sérialisé. Qui, par exemple, نبعث l'instance, supposons à travers le réseau, je نبعث النوم, باش نبعث التاج. Voilà ce que ça signifie. Merci, madame. Bon, là, généralement, le transient, on l'utilise quand vraiment, ça peut être un compteur, plutôt un attribut technique. اللي ما حاجتيش باش نبعثو.
Là, souvent, on a besoin d'envoyer nous le prénom et la taille. Mais souvent, si vraiment un attribut un peu, qui m'a comme un compteur qu'on incrémente, une donnée, bon, elle est là juste pour des méthodes internes. Pourquoi la sérialiser? D'accord? Vraiment, donc, j'ai pas besoin de la sérialiser, je mets transient. Donc, en fait, donc, qui m'a donné le premier objectif de la série, c'est pas le premier dans le sens khir la moucherie, mais c'est le premier objectif qu'on a vu, c'est de pouvoir envoyer une instance à travers le réseau. Et la première chose que va voir le mécanisme, par exemple RMI, c'est de voir quelle est l'interface exposée par la classe et par ses attributs. S'ils sont tous sérialisables, hop, elle sérialise. Sinon, il y aura un échec. Là, pour mieux aussi vous illustrer les choses, je vais parler du mécanisme de sérialisation sur le disque dur. Sur le disque dur Mata, pour pouvoir sauvegarder un objet, une instance, sur le disque dur, en octet. D'accord? Donc je prends la classe personne que j'ai eue tout à l'heure, elle est là, et je vais créer un programme qui va prendre l'instance, la transformer en octet et la mettre sur le disque dur. Donc je vais prendre ce programme, les apparences assez faciles à comprendre, tout simplement un mail. Donc je vais ouvrir en ne pas enregistrer. On va faire le test avec le prénom transient et on va faire un programme sérialisé personne. On va l'enregistrer sous nom. Oh, d'accord, fichier nouveau. Alors on va essayer d'améliorer comme il y a un mail, il y a une instantiation de personnes. Vous allez voir plus tard qu'il peut y avoir toujours des petites exceptions quand ça fonctionne mal. Eh bien, il va falloir un peu catcher ces exceptions. Ça peut, à un moment donné, on peut avoir des erreurs, donc il va falloir les catcher. Là, à titre d'exemple, l'objectif, c'est de pas comprendre un peu les méandres du code, donc on a le détail du code, mais le principe. Donc, j'ai créé une instance et je cherche à sauvegarder cette instance dans un fichier qui s'appelle personne.ser. Voilà l'objectif, de le sérialiser, cette instance. On va voir aussi l'exemple inverse, de le désérialiser dans ce fichier-là. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, ça n'a rien à voir avec les applications réparties. Hein. Je vais vous faire un petit schéma qui était plutôt lié à la manière avec laquelle Java fonctionne. Donc l'idée c'est, vous avez un fichier, il est personne.ser, et vous avez un objet que vous cherchez à sérialiser, à mettre dans personne.ser. Quels sont les mécanismes fournis par Java pour réaliser cette tâche? Et bien, ce sont des mécanismes qui sont à base de flux. Java va faire deux étapes. L'oulaniya, c'est de venir vous greffer. D'accord? On va venir ici, créer un flux, un stream en anglais, vers ce fichier. Ce qu'on appelle un flux de base, le file input stream. Donc un flux qui se greffe par rapport au fichier, c'est le file input stream. ومن بعد ما نجمش نكتب عليه l'objet لهنا directement sur ce flux. On ne peut pas en Java. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un filtre. Mais ça, vous allez le revoir. Hein. Donc ce filtre, c'est quoi? Il va venir se greffer par rapport à ce flux. D'accord? Ça, c'est un filtre. Et ce filtre est capable d'accepter des objets. Donc on prend un objet, on l'écrit sur le filtre, et le filtre l'envoie sur le flux. Et le flux est greffé par rapport à un fichier. C'est les deux étapes ici qu'on va voir dans le code. Toujours savoir que le langage est à votre service. Le langage, que ce soit في Java ou C++ ou Delphi, عندكم tous les moyens pour se réaliser. Donc là, on a créé un flux qui vient se greffer personne.ser. هذا هو الفلو. ومن بعد للفلو هذا باش نجي نزيدو فلتر باش نجم نكتب عليه des objets. Donc c'est l'étape qui suit. Donc خليت الفلتر الفلو هذا اللي اسمه fichier
وخلقت عليه un j'ai créé dessus un filtre pour pouvoir envoyer des objets dessus. Donc l'OOS c'est quoi en fin de compte l'OOS? l'object output stream اللي greffé بالنسبة للفيشي هو هذا الكل l'OS. l'OS كنعمل هذا هو الكل. C'est la combinaison de ces deux éléments, le filtre et le flux. Donc là où باش نكتبو توا عليه كيفاش باش نكتبو؟ باش نكتبو en faisant write object personne. Après, il y a des aspects qui sont plutôt faits de vider. Quand j'écris quelque chose sur Java, il faut vider, faire un flush. Sinon, il risque d'y avoir des données qui vont pas passer dans le filtre. Et ensuite, on va fermer les flux. Et ça, le résultat de ça, ça va être quoi? Le résultat, cette ligne de code, d'après vous? Stocker l'instance personne. Dans personne.cr. Madame, je point .cr. Voilà, je peux faire comme sérialisation. C'est une extension qu'on peut choisir. Je peux mettre X, Y, Z. Mais c'est presque une convention pour dire que c'est la sérialisation de l'objet. C'est un fichier de sérialisation. Qui m'a pointé .txt, qui m'a point .word, qui m'a... On choisit, quand il s'agit d'un fichier de sérialisation, de l'extension .cr. OK. Oui. Madame. Madame, نجم تعاودي لنا الفلاش نتاع شنو هذيك؟ الفلاش كاينك فرغ فلاش معناتها فيدي ما خاطر باش تبدا تكتب انت في الفلتر en fait vider le filtre. D'accord. Donc on va Madame, تفضلي. file output stream هو الديستناسيون والاخر object output stream هو الفلو والفلتر. Non, la destination finale est personne.cr. D'accord. Ça c'est lié plutôt au mécanisme de Java. Comment Java traite les entrées-sorties. D'accord. Java a ce qu'on appelle des puits. معناتها وين باش نكتب. هنا وين باش نكتب في un fichier ولا شو يقول لك إذا باش تكتب في fichier يلزمك تستعمل flux qui vient se greffer un fichier اللي هو file output stream اسمه على جسمه un stream sortant permettant d'écrire dans un fichier. Oui ou non? File output stream معناتها petit 1 كان السيبل نتاعك c'est un fichier يلزمك تستعمل un flux qui vient se greffer par rapport à un fichier. خاطر تنجم تكتب sur la console تنجم تكتب على whatever. اللي or هذايا c'est ce qu'on appelle des ما تنجم تكتب عليه كان des 0 et des 1. Ce qu'on appelle des flux de bas niveau. ما تنجم تكتب عليه كان des choses élémentaires. Or, est-ce que personne est quelque chose de binaire? Non, donc c'est quelque chose de haut niveau. Je peux dire أنا نعمل على الماكينة هذايا. C'est un flux, c'est un chemin. Je peux pas écrire dessus directement personne. باش نعمل كيف ما الكومبينيزون راهي نعرفش كان c'est vraiment c'est une image de bricolage. C'est du bricolage. نجي نعمل le vissage dessus, je visse dessus un flux, un filtre de haut niveau اللي هو يقبل les objets. كاينك تاخذ tube connecte الفيشي tube. or tube هذاك ما نجم نبعث عليه كان دي 0 ودي 1 ما يساعدنيش. نحب نبعث objet. نجي على التوب هذاك ونجي je combine dessus, d'ailleurs c'est le mot combinaison, je combine dessus نركب un object output stream. Ça tombe bien خاطر l'object output stream نجم نعديله بعد write object personne. donc في les deux phases هذوما اش عملت كيما قلت لكم خلقت un tube de bas niveau وجيت greffit عليه un filtre de haut niveau اللي يقبل les objets. هذاك علاش souvent l'image qui me parle le plus c'est vraiment كأنه كسيستم دو اشواغ هذوكم حتى كالماكينات اللي يحيوا بهم اللحم والله ما نعرفش سي l'image qui me vient à l'esprit. تجي تحط tu mets l'objet, tu mets dans une sorte d'entonnoir et ensuite l'entonnoir, l'intérieur de la machine va hacher ce que tu mets. On peut toujours changer d'entonnoir là, hein.
معناتها الفوقاني نجم فما ce qu'on appelle les data object stream فما les crypted object stream هذا يجم يتبدل. Mais هذا vu que tu as un fichier, il est de préférable d'utiliser les files output stream. Donc en fait c'est une combinaison de deux choses. هذا ما نجمش نبعث عليه des objets, c'est pas possible. Il va falloir le combiner avec un filtre plus intelligent. Et l'étape, une fois que tu as créé ces deux étapes-là, le tube et le filtre, tu peux maintenant تكتب directement على OS. هذا الميكانيزم qui est d'ailleurs معناتها vraiment معناتها l'image ما نعرفش كان خلطت لكم. Madame, le filtre est juste en binaire de l'objet. Voilà. Tout à fait. Le filtre transforme l'objet en binaire. Une fois qu'il a été transformé, il est envoyé en binaire sur le file output stream vers le fichier. Et ça n'a rien à voir avec la sérialisation. Hein. C'est vraiment comment fonctionnent les entrées-sorties en Java. Toujours filtre-flux, filtre-flux. Je peux ici venir, ما حاجتيش بobjet, حاجتي data, عندي كان des chaînes de caractères, نعمل data output stream, new data output stream, ندير فيها الفيشي. وقتاش معناتها؟ وقتاش je ne suis pas en train d'écrire des objets, je suis en train d'écrire par exemple des chaînes de caractères ou des entiers. Donc je n'ai pas besoin du object output stream, j'ai l'objet du data output stream. Bon, خليوها en tête, ما نقولش أنا gardez ça en tête parce que vous allez voir ça dans 2 ou 3 semaines dans les prochains ateliers que vous allez faire. Ce qui nous intéresse, c'est bon, voilà, c'est de voir la concrétisation de ce mécanisme du point de vue de la sérialisation. Et quel est l'intérêt de faire ça dans un disque dur? Donc on va exécuter, donc on va enregistrer ce bout de code et on va par la suite désérialiser. Sérialiser personne. Compiler ce fichier dans le RMI, donc je vais simplement Java compiler et on va l'exécuter. Donc ici il n'y a pas de personne.sr ici, donc je vais l'exécuter. On va faire un dire. On va voir qu'il y a apparition de normalement de personne.sr. On n'est pas là, tac tac. Bon, je ne vois pas hein, personnellement. Okay. Ah si, il y a les personnes.sr. Hein. Donc je vais l'ouvrir. Je sais pas la commande inédite marche ou pas, mais edit. Bon, là, je vais faire le bloc-notes. Hein. Le fichier ouvert. Tous les fichiers. Personne.sr. Voici la binarisation, grosso modo, de votre personne, telle qu'elle a été faite sur le disque dur. Maintenant, on peut désérialiser, hein, on peut faire le programme inverse avant de poser la question quelle est l'utilité de faire ça. Quelle est l'utilité? Donc, on va faire l'inverse, ça veut dire le programme qui va lire à partir du fichier. Le problème de désérialisation. Madame, Voilà. كي انت حبيت البوانسير شبيه ما حطولكش معناها اون بينير Voilà, c'est une bonne question parce que je ne compte il faut ouvrir un petit peu la documentation et voir comment se fait le mécanisme de sérialisation sur le disque dur. D'accord, on peut très bien effectivement voir quel est le mécanisme de sérialisation quand il s'agit de sauvegarder sur le disque dur. معناها الديسك دور هو بيدو يحولها ليه مش الديسك دور يحولها؟ لا الميكانيزم de sérialisation. Donc on peut voir l'API, hein. Donc on peut voir, on peut faire une petite recherche. Donc, voilà, on garde cette petite question en tête et on y retourne la semaine prochaine, d'accord? Ça reste plus ou moins lisible, hein. C'est vrai qu'on peut se dire c'est pas des 0 et des 1, ça reste plus ou moins lisible. Et c'est un mécanisme
Donc, si vous faites une recherche de votre côté, moi de mon côté, on va voir sur quel principe se base le mécanisme de sérialisation quand on cherche à transformer une instance pour la sauvegarder dans le disque dur. Ça marche. Ici, donc, je vais exécuter l'inverse. Plutôt oui, désérialiser. Donc, je recompile. On l'a sauvegardé ici. Voilà, il y a la désérialisation. Donc, l'objectif de ce fichier de désérialisation, d'abord, on va en discuter, c'est de faire l'inverse. Donc, on a un point d'entrée, il faut le met. Là, au lieu d'avoir un flux sortant, j'ai un flux entrant qui vient se greffer par rapport au fichier. Là, j'ai le filtre inverse, un input stream au lieu d'un output stream. On vient greffer par rapport à ce filtre, à ce flux, on vient greffer un filtre. Et ensuite, on fait un read object. L'objet, on vient le forcer à de type personne parce qu'on récupère un object. Et puis, on commence à afficher ce qu'on a récupéré, le nom, le prénom et normalement l'âge. La taille, pardon. D'accord. Alors, donc là, on va exécuter. Voilà, nom du temps, prénom nul, 175. Allez, je prénom nul, je pense qu'on est resté avec, soit on n'a pas instancié là, ou alors on l'a mis en tant que transient. Donc on va ouvrir d'abord la classe personne. Est-ce que elle est transient, donc le prénom est un nul. Donc même s'il a été instancié correctement, donc je vais enlever transient ici, je vais enregistrer. Et je vais recompiler le tout. On va recompiler. Donc il va falloir d'abord sérialiser personne, puisque je n'ai plus transient, Java sérialiser personne. Et là, je vais désérialiser, Java désérialiser. Voilà, mais il n'est plus un nul. Donc il a été correctement, donc pas correctement, tous ces attributs ont été sérialisés parce qu'aucun n'est à transient, donc tous ces attributs ont été désérialisés. Maintenant, la question est, quel est l'intérêt de la sérialisation sur le disque dur? J'attends des propositions. Alors, réfléchissez une petite minute et je reviens.
Alors, est-ce que vous avez réfléchi à quel est l'intérêt de sauvegarder des objets dans un disque dur? Est-ce qu'il existe un autre moyen de sauvegarder des états, à part les fichiers? Souvent, on va sauvegarder un état d'une manière persistante. Persistante, معناتها تقعد. Elle persiste. تسكر le serveur, mais تسكرش ديما المعلومة موجودة. Est-ce que vous connaissez une autre manière de sauvegarder des données à part dans des fichiers? Où est-ce qu'on sauvegarde des données? Vous m'entendez ou pas? Taoufir, Kabi, vous m'entendez? Madame Nasmatek. مش معاكم سمعتوا un moyen de sauvegarder des données? Sauvegarder des données à part dans des fichiers. الكلاود مثلا. تحكي في الكلاود مثلا. أي في الكلاود وإلا سمعتوش بحاجة اسمها باز دوني؟ نو ما قريتوش باز دوني بالكل؟ قريناها. Je peux par exemple créer une base de données dans laquelle je sauvegarde les personnes. Jean durant 675, Flaine, d'accord? Ça, c'est une manière aussi. Hein. Mais là, il faut prendre chaque attribut et le mettre dans une colonne de la table. C'est pas ça, en fait. Bien qu'après, c'est beaucoup plus facile. Si j'ai sérialisé une centaine de personnes, c'est beaucoup plus difficile dans le disque dur de chercher la liste des personnes et les tailles supérieures à 175. On ne peut pas le faire quand il s'agit dans des fichiers. Toutes les personnes, طولهم أكثر من 175 cm. Alors qu'on peut très bien faire ce genre de choses sur des bases de données. Donc la réponse, c'est déjà, c'est pas pour faire ce qu'on appelle des recherches ou des requêtages identiques aux bases de données. C'est vrai que المعلومة elle est persistante. كي نعاود نحل السيرفر توا نعاود نلقى الفيشي. Donc c'est pas le même mécanisme que les bases de données. L'objectif n'est pas de sauvegarder pour ensuite faire des traitements sur les fichiers. Mais là, pourquoi c'est réalisé dans des fichiers? Pourquoi aussi c'est important d'en parler dans le cadre des applications réparties? Bien, vous allez vous rendre compte que quand on en a déjà parlé. On en a déjà parlé dans le cadre de quoi? On a parlé de la scalabilité verticale et horizontale. Vous vous rappelez dans l'introduction? Dans le cadre des applications réparties, on peut avoir affaire à des milliers de clients qui se connectent sur un serveur. D'ailleurs, c'est ça l'objectif. C'est de mettre un service sur un serveur et que ce service-là soit accessible par des milliers de clients. C'est ça l'objectif un petit peu, c'est donc on veut avoir un serveur qui est sollicité par des centaines de requêtes. Un objet par exemple est réparti. Vous, j'ai client 1, client 2, client 3. Et on a fait le test qu'avec un seul client. Et ce n'est pas des applications un client, un serveur. Non, c'est des applications un client, des milliers potentiellement un serveur des milliers de clients. Vous vous rappelez de la définition de la scalabilité verticale? Vous vous rappelez déjà de la définition de la scalabilité? Est-ce que quelqu'un... Alors, je lis la définition exacte, hein, pour éviter de... En informatique, matériel et logiciel et en télécommunication, l'extensibilité ou scalabilité désigne la capacité d'un produit à s'adapter à un changement de grandeur de la demande. En particulier, à maintenir ses fonctionnalités et ses performances en cas de forte demande. Donc, sa capacité de suivre la demande. كي يجي كليون بركة يجاوبوا في une seconde حتى كي يجيو 10 ولا 20 يجاوبوا dans les mêmes délais. Alors ensuite, on a deux catégories de scalabilité. La verticale et quoi?
et l'horizontale. L'horizontale. Et l'horizontale, je vais. شو الفرق بين الفيرتيكال والهوريزونتال؟ horizontal في الهاردوير Effectivement, l'horizontale في الهاردوير, le vertical c'est plutôt des solutions du type logiciel. Ou elle un peu, on rajoute un peu de RAM par-ci par-là pour augmenter ce qu'on a, améliorer ce qu'on a. Donc où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir que dans les applications réparties, par défaut, il va y avoir des milliers de clients. D'accord? Et que par exemple, la mémoire du serveur est de 16 gigaoctets, voilà, whatever. Il a une taille mémoire. Et que pour chaque client qui arrive, par exemple, je dis un exemple, j'instancie la classe personne. Personne. Donc, ça me permet de donner que le client, pour répondre à sa demande, ils aiment les personnes, ou l'adresse, ou le compte bancaire, etc., etc. Donc, chaque client aura besoin d'un ensemble d'objets pour que je puisse traiter sa demande. Bon, pour chaque, par exemple, client, un de 3 objets, que l'objet fait, je dis un peu, une certaine taille. Pour le client, j'ai besoin d'une certaine taille mémoire. Quand je suis à 100 clients ou à 1000 clients, l'ensemble de la taille mémoire consommée par tous les objets va dépasser les 16 gigaoctets. Ou le risque de dépasser les 16 gigaoctets. Le hal qui est plutôt de la scalabilité horizontale, c'est de dire mon serveur il est limité par rapport à la demande, je vais acheter un autre serveur. Bien entendu, économiquement, ce n'est pas acceptable. Le hal d'après vous, c'est quoi? Donc je reprends, j'ai des milliers de clients. Chaque client, il consomme une certaine quantité de mémoire parce qu'il envoie au serveur des objets, les serveurs vont instancier des objets pour répondre pour chaque client. Hein. Donc multiplié par 100 ou par 1000, on risque de dépasser les 16 gigas ou whatever RAM alloué à ce serveur. Le hal l'ouleni, c'est d'acheter un autre serveur comme le hal l'thani شنو? un algorithme de gestion plus optimal. Ouais. Pour faire quoi cet algorithme de gestion plus optimal? L'objectif, c'est d'améliorer l'utilisation de la mémoire. Chaque تعمل la somme de tous les objets, il dépasse 16 gigas. Ça, en mémoire. Donc, quel est l'objectif de cet algorithme? Comment عندي 16 gigaoctets حاطهم في الديسك. Donc, il y a effectivement cette catégorie d'algorithmes. Ça existe, ça fait partie de logiciels très intéressants et très puissants du marché. D'accord? Ce qu'on appelle des serveurs d'application scalables. Tout, il se trouve bizarre, et le client, مش ديما تلقاه يكونكتي. يعمل كونكتي على السيرفر، يخدم خدمة، وبعد يرتاح شوية، وبعد يمشي يعمل demande واحدة أخرى. D'accord? Donc souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que certains objets, ici, restent ce qu'on appelle idle, inactifs. Oui, il y a, statistiquement parlant, il y a des objets qui restent inactifs même s'il y a 100 clients. Sur 100 clients, tu as une vingtaine de clients inactifs ou 80 actifs. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ces 20 clients qui sont connectés, mais en fait, ils restent inactifs pendant un certain temps? L'algorithme, il va prendre les objets inactifs, idle, mais il ne va pas les détruire. Il va les swapper dans le disque dur. Donc, il va les supprimer mes mémoires et il va les mettre dans le disque dur. Et quand le client va relancer une demande, mais voilà, il devient actif à nouveau, il va y avoir un mécanisme inverse. Je prends les objets de ce client et je vais les remettre en mémoire. C'est vraiment absolument identique au mécanisme de swap et des swaps de votre OS. Donc, ce sont des mécanismes très très intéressants et qui vont se baser sur la sérialisation et la désérialisation. Les objets inactifs, je les sérialise, et les objets, quand ils sont ressollicités, je vais les désérialiser, les remettre en mémoire. Donc, toute la scalabilité, enfin pas toute, beaucoup de mécanismes d'optimisation de la mémoire et de la scalabilité verticale, d'accord,
se base sur la sérialisation et la désérialisation, le swap et le deswap. On ne sauvegarde pas dans une base de données les objets, non, on les sauvegarde à plat. Bon, kiff, donc on les met à plat, on les remet en mémoire. Donc, premier objectif, c'est plutôt lié à la transmission à travers le réseau. Deuxième objectif, c'est vraiment lié plutôt à la qualité de service, lié plutôt à l'amélioration de la gestion de la mémoire, surtout côté serveur, parce que le serveur est très sollicité. وما نحبوش دقيقة ترتين بربي يزيدني في الرام زيدني في الرام ولا إيش سيرفر جديد. Vous voyez un petit peu beaucoup d'intelligence. Il faut beaucoup d'intelligence pour optimiser. Et souvent, l'intelligence ne consiste pas tout simplement à aller acheter un équipement jadid. L'intelligence ne réside pas dans l'achat d'un nouvel équipement. L'intelligence réside effectivement à aller trouver de nouvelles solutions qui marchent vraiment bien. Beaucoup de super serveurs d'applications fonctionnent comme ça. Il y a des logiciels qui vont faire ça. Et d'ailleurs, votre OS, il vit avec ça. Et c'est des RAM ou ROM, une mémoire virtuelle, ce qu'on appelle la mémoire virtuelle, c'est ça. Ok, les amis, ou pas? Est-ce qu'il y a une question? مدام إذا كان إحنا ما نمبليمونتيوش ميثود سيريلايزابل ونبدأ نخدمو معناها لوكال على البي سي نتاعنا ينجم هو يعملها سواب إن وسواب أوت وحده معناها يسيريلايزيها وحده Il y a beaucoup d'imprécisions dans la question. Déjà, on n'implémente pas, c'est pas une méthode qui implémente Serializable. C'est la classe qui implémente. Une classe, Kiff. Si la classe n'implémente pas Serializable, tu ne peux pas la transformer même en local, sur ton disque dur. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le fait de l'envoyer à travers le réseau. Non, c'est le même problème que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc la sérialisation ne nécessite rien d'autre que l'implémentation de l'interface Serializable sans aucune méthode. Bien que des fois on vous oblige un petit peu de redéfinir des méthodes ou de polymorpher des méthodes toString, la méthode hashcode et la méthode equals. Mais c'est vraiment optionnel. Madame, hashcode. Hein? Alors hashcode, bon ça c'est quand vous rentrez un petit peu dans le détail. Hashcode, c'est en sorte de donner un code unique à chaque instance. Voilà, c'est une manière de chaque instance, on va lui associer un hashcode. Et le hashcode, il fait un algorithme interne fait JVM qui va générer ce hashcode. En fait, c'est au lieu de voir l'égalité d'objets, parce que le equal, c'est une égalité entre attributs, le hashcode, il est mieux parce qu'il permet de voir l'égalité entre deux codes, hashcode. Beaucoup plus rapide le hashcode, d'accord? Et ça, je vous invite, c'est vraiment en termes d'optimisation de clonage et de déclonage. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir dans les spécifications. Pourquoi est-ce que ça permet d'améliorer le mécanisme? Alors, on peut aussi donc sérialiser des graphes d'objets, faire de la récursivité. Si la classe A contient un attribut de type B, et A contient un attribut de type C, et C contient un attribut de type D, et B contient un attribut de type D. Donc, vous remarquez qu'il y a une boucle. Donc, c'est ça. Hein. La désérialisation et la sérialisation va se faire en chaîne correctement. Donc, ce qu'on appelle les cycles, mouche boucle cycle. Voilà. Après, ce que vous pouvez voir, c'est donc les graphes d'objets sont correctement pris en considération. Une petite remarque, c'est que souvent, par exemple, quand je veux sérialiser un objet sur le disque dur, je peux me dire je veux en même temps le crypter. Mais ça si je sérialise des objets de type compte bancaire, c'est plus ou moins lisible. Avec le fichier, plus ou moins lisible. Je veux plutôt le sérialiser tout en le cryptant. Donc je veux passer de l'algorithme par défaut vers un algorithme où je prends la main sur la manière de faire la transformation. Et c'est pour ça qu'on donne au développeur la latitude de faire son propre mécanisme de sérialisation en héritant de l'interface externalizable. Mais si vous faites ça, en héritant, en implémentant l'interface, vous êtes obligé de définir les deux méthodes, read external, write external. Je vais vous donner un exemple concret.
supposons عندي classe فيها user info اللي هي un peu critique علاش خاطر فيها login ولا ID. grosso modo un peu le login ou le password. ما نحبش les instances de user info وقت اللي يتحطوا على disque dur يكونوا facilement lisibles. Donc أنا باش نقرر ناخذ je vais court-circuiter serializable et implémenter externalizable. Donc وقتها je suis obligé de coder les méthodes write external, read external. لهنا شو يقول لك to write external نعيط الميثود أنا كتبتها لي الديتاي نتاعها ماهيش موجود لهنا موجوده في لي 3 بوين سسبنسيون. معناتها انا ان طونكو ديفلوبور نكريبتي شنو اللوجين ولا يدي ونجي نعمل اوت فور رايت اوبجكت كيف في الريد اكسترنال في الميكانيزم دو ليكتور عندي ما بروبر ميثود دو ديكريبتاج نقرا بها اللوجين والباسورد ومن بعد نرجعهم. Donc quelque part c'est comme si vous en tant que développeur vous avez créé votre propre méthode de cryptage et de décryptage et que la sérialisation de user info va se baser sur ces nouvelles méthodes. D'accord? Ça marche ici. Donc, ma coach obligé de... Vous avez toujours les moyens pour faire votre propre mécanisme. Sauf que, bien entendu, c'est plus... vous perdez le côté standard. ما نساوش les logiciels اللي موجودين اللي حكيت لكم عليهم كيما les serveurs d'application souvent ils se basent sur le standard. Ils sérialisent en utilisant le standard par défaut et désérialisent en utilisant le standard par défaut. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui parce que sinon on va commencer un nouveau chapitre les traites, d'accord? Et sauf s'il y a une question. Est-ce qu'il y a une question? مادام حبيت نربط مع التي بي امبارح كي عملنا فاكتوريال وكل مادام ما جبدناش على serializable جملة وتوا قلنا كي نحبوا نبعثوا objet وكل لازم نعملوا له implement serializable. دونك حبيت نعرف الفرق. اش معناتها فاكتوريال؟ قلنا فاكتوريال في التي بي. مادام عملنا كلاس ليه كلاس فاكتوريال كيما انا ما عنديش كلاس فاكتوريال يعني فما كلاس فاكتوريال في التي بي. ما عندي عطاتنا اكزامبل بعد خاطر نخدموا تي بي لاتيتون. اي اكزامبل نتاع اي كلاس معناتها كلاس عادية. باش تعمل ملي باش نفهم مع اي لا ما مش معناتها تعمل فاكتوريال والله ما فهمت. اي كلاس عاديه كيما سيهلو معناتها ما فهمتش معناتها الاكزامبل اللي عطيته لكم تاع تي تي. اي فوالا مادام كيما سيهلو بالضبط نفسها معناتها. اي شنو ما فهمتش الكيستيون بيسكو ديجا حكينا عليها سي لا تروازيام فوا ما نعاودوا مش مشكله ما عندي حتى مشكله نعاودوا نزلوا الاكزامبل. مادام ما فهمتكش في المرة اللي فاتت كي سألك فيها مهدي معناتها ما حسيتكش جاوبت على السؤال هاك بالذات معناتها. شوف اجا نقول لك حاجه انا كي جاوبت على مهدي هو جاوبته بعد سالته قلت له مهدي فهمت ولا ما فهمتش هو حر يجاوب دابور ماناش قاعدين نحاسبوا في بعضنا تو سامبلومون سا نا ريان افوار. انت كان ما فهمتش الريبونس نتاعي وقتها ولا كيف ما توا تقول لي ما فهمتكش داكور مش حسيتني انت ما فهمتش سامحني ما فهمتنيش حاجه وما حسيتنيش فسرت هو وقتها إناك رياجي يقول لي انا ما فهمتش. On n'est pas en train de donner des jugements de valeur sur la réponse. Si tu ne comprends pas, je répète une fois, deux fois, trois fois jusqu'à ce que tu comprennes. أما ما حسيتنيش فسرت c'est à lui de décider. ليه مادام مش ما حسيتكش فسرت أنا ما فهمتش كيفاه فسرت. فوالا أنت ما فهمت تو سامبلومون مادام تنجمش تعاود لي أنا ما فهمتش خاطر جوست حبيت نفهم شنو هو الفاكتوريال هذايا. Bon tout simplement معناتها je n'ai pas compris Nabidi la question ça a à voir avec la sérialisation. مادام قصدت سي هالو كعملناها مرة اللي فاتت ولا حتى في التي بي كعملنا اي كلاس ما عملناش سيريلايزابل معناتها وتوا قلت وكي جربناها توا معناتها من بكري قلت لنا كي نحطوا هيك ما يمشيش. عاوش نفسر لك شنو الفرق في التي بي. في التي بي وقت اللي عطيتكم exemple la première partie du TP la méthode say hello elle est zéro argument durant la première partie. Oui ou non? Voilà, elle est zéro argument. صحيح ولا؟ معناتها je ne lui passe rien. الكليون ما يبعث say hello حتى شيء. Par contre say hello retourne au client une chaîne de caractères. Donc في الليل ما يمشي حتى شيء من الكليون للسيرفر أما السيرفر يجاوب له en lui retournant une chaîne de caractères. Au départ, vous vous êtes pas posé de questions parce que string est serializable par défaut. D'accord? Donc il n'y a pas eu de... Le مشكلة ما تحطتش sur la table. Maintenant, حطيت لكم المشكلة sur la table كيفاش. جيت قلت لكم imaginons pour say hello vous lui passez la personne P.
une instance de personne. شكون يعدي لها؟ le client يبعث للميثود سي هيلو الموجودة على السيرفر une instance de personne. Sous quelles conditions ça marche? C'est ça la question. Ça marche si l'objet que j'envoie provient d'une classe serializable et si le retour est serializable. Donc, premier cas, عملنا la classe personne n'implémente pas serializable, لقينا une erreur. بعد جينا صلحنا عملنا la classe personne implement serializable. Donc, الكليون qui يبعث الميثود say hello بعثت ورجعنا hello فلان الفلاني. Donc, c'est pour ça que en fait, c'est un TP en 2 temps ou à 3 temps. Le temps الأولاني vous vous avez l'impression que ça marche naturellement. على خاطر on utilise des types par défaut serializable. Le deuxième temps, c'est pas parce que la méthode est 0 argument que ça peut marcher à tous les coups. Ça marche si say hello, je lui envoie un string, ça va marcher, un int, ça va marcher. Mais إذا نبعث لها un objet أنا خلقته وما عملتوش serializable, ça va se planter. Donc c'est pour ça que dans le TP, vous avez une question. Modifier le programme précédent pour que l'objet envoie un type personne. Quelle interface doit implémenter la classe personne et pourquoi? Elle doit implémenter serializable. D'accord? Sinon, ça ne marche pas. La classe doit retourner hello, say hello doit retourner hello, le nom de la personne, son prénom et son âge. Maintenant, je ne sais pas si j'ai répondu trop vite ou si j'ai bien assimilé la question. C'est bon, merci. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu 3 phases FTP. Une phase, plutôt vous vous concentrez sur le démarrage du serveur, le démarrage du client et le RMI registre. Et la fin de toute phase, on passe à la phase suivante, c'est améliorer votre programme et introduire des classes qui doivent être réalisables. La 3e phase, c'est plutôt à vous de faire en faisant une petite application un peu plus puissante que le CLO de base. Ok? Est-ce qu'il y a une autre question? Madame, Oui. كي يقول لك déployer sur 2 machines معناها الكود باش تلانسي على ماشين سيرفور l'autre client. معناتها تاخذ زميلك par exemple, oui. أي مادام جربتها وكي نكتب l'adresse IP جربتها لوكالمون كي نكتب l'adresse IP لوكال نتاع السيرفور في ما تحبش يصير Oui. C'est le problème souvent parce qu'il y a des pare-feux. Il y a des pare-feux installés par défaut sur ta machine et sur la machine de ton ami. Donc il faut déjà essayer en désactivant les 2 pare-feux. désactive البارفو كهو مادام يخدم. لا ما نعرفش نعاود حاول هكايا خاطر il peut y avoir une suite de problèmes. Donc il faut d'abord essayer de désactiver les pare-feux. وعاود قول لي la semaine prochaine qu'est-ce qui se passe. Okay. وديجا كان فما مشكله ماذا بيك تعمل امبريم écran تاع l'exception اللي تظهر. ايوه. D'accord. On peut s'arrêter là aujourd'hui. أنا حددت له أدرس بي معينة هو ظهر لي أدرس بي أخرى قال لي not connected. Donc لازمك تعرف شنو هي الأدرس بي نتاع. نعرف بالإي بي كونفيغ وكل شيء. سي سا بالإي بي كونفيغ. أي حددت إي بي معينة نقولوا 192.1.1 هو قال لي اي بي ادرس 152 مش هذا اللي حطيته اصلا قال لي not connected to the host. Bon, est-ce que صاحبك ديمار الRMI ريجستري ديجا مادام عندي انا معناها حطيت على زوج بيسيات ولوكالمون وكل شيء. عمل لي كوبي d'écran وريني الجمعة الجاية. On fait comme ça. Ok, merci à tout le monde. On va s'arrêter là aujourd'hui et on se voit la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.